Sous-marin. Propulsion nucléaire. Il y a des films français qui, dès les premières minutes, te donnent l'impression de regarder autre chose. Quelque chose de plus grand, de plus tendu, de plus ambitieux. Et quand Le Chant du Loup est sorti en 2019, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Parce qu'à l'époque, personne n'attendait vraiment un thriller de sous-marin français capable de rivaliser avec les productions américaines. Et pourtant, le film a mis globalement tout le monde d'accord. Une mise en scène ultra immersive, un travail sonore fou, une tension permanente et honnêtement, moi le premier, j'étais sorti de la salle en me disant « Ok, ce réalisateur là, il peut faire des choses vraiment énormes. » Et justement, plusieurs années après Le Chant du Loup, Antonin Baudry revient enfin au cinéma avec ce qui est probablement le projet le plus ambitieux de toute sa carrière, La Bataille de Gaulle. Un diptyque gigantesque produit par Pathé qui va raconter l'ascension du général de Gaulle entre 1940 et la libération de Paris. Un projet pensé comme un véritable blockbuster historique français inarrêtable. Sauf que, derrière cette ambition complètement folle, le film cache aussi énormément de problèmes. D'un tournage devenu chaotique, des tensions internes énormes, des départs massifs en pleine production et un risque financier tellement colossal que La Bataille de Gaulle pourrait soit devenir le plus grand triomphe du cinéma français moderne, soit l'un de ses plus gros accidents industriels. Et plus je me suis renseigné sur ce film et plus j'ai eu l'impression d'ouvrir une sorte de boîte de Pandore. Et honnêtement, après tout ce que j'ai découvert sur le film, je ne vois plus du tout La Bataille de Gaulle de la même manière. Tout commence avec Antonin Baudry. Et honnêtement, son parcours ressemble déjà à un scénario de film, je te jure. Parce que on ne parle pas d'un réalisateur classique, passé par les écoles de cinéma traditionnelles. Antonin Baudry, c'est probablement l'un des profils les plus atypiques du cinéma moderne. Né en 75, il passe par le lycée Louis-le-Grand puis intègre Polytechnique avant de devenir ingénieur des ponts et chaussées. Ouais. Et en parallèle, il réussit aussi le concours littéraire de l'École normale supérieure. Oui, le mec fait des sciences et littérature au plus haut niveau. Déjà, on part d'assez loin. Et déjà à cette époque, il est obsédé par le cinéma, notamment le cinéma hongkongais de John Woo, mais aussi de Wong Kar-wai, auquel il consacre même un mémoire universitaire. Mais avant le cinéma, Baudry, il fait de la politique. Ouais, ok, ça a rien à voir avec la choucroute, Mais il le fait pas à moitié en plus, Il devient la plume de Dominique de Villepin au ministère des Affaires étrangères, puis au ministère de l'Intérieur et à Matignon. Autrement dit, il se retrouve au cœur du pouvoir français. Et c'est justement cette expérience qui va nourrir toute son œuvre. La transition vers la fiction, elle arrive finalement plutôt par hasard, lorsqu'il est en poste à Madrid, sous le pseudonyme d'Abel Lanzac. Il écrit avec Christophe Blain la BD Quai d'Orsay. Et là, c'est un énorme succès, comme on le connaît. La BD plonge dans les coulisses absurdes et humaines de la diplomatie française avec un humour ultra nerveux. Résultat, il y a plus de 500 000 BD qui sont vendus et il obtient d'ailleurs le prix du meilleur album à Angoulême. Puis Bertrand Tavernier adapte d'ailleurs cette BD en 2013 au cinéma et c'est là où Baudry va commencer à switcher vers le cinéma, en participant à l'écriture. Ça, c'est un moment clé. Parce que sur le tournage, il observe Tavernier comme un étudiant fasciné, il lui pose des questions en permanence sur la mise en scène, le rythme, la direction d'acteur. On sent déjà, finalement, qu'il prépare inconsciemment un petit peu la suite. Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps. Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. Et c'est cette suite qui arrive en 2019 avec Le Chant du Loup. Et honnêtement, à l'époque, comme je l'ai dit, ça surprend tout le monde. Le film, il attire 1,5 million de spectateurs et il impressionne par son réalisme technique et surtout par sa tension permanente. Mais surtout, à ce moment-là, il y a un homme qui regarde ça de très près. Jérôme Seydoux. Oui, le patron de Pathé. Et Seydoux, il voit immédiatement quelque chose chez Baudry. La capacité de fabriquer un grand cinéma populaire français avec une mise en scène moderne, spectaculaire et surtout internationale. Et ça tombe bien. Parce que Seydoux, il rêve depuis des décennies d'un projet précis. Faire le grand film sur Charles de Gaulle. Depuis son enfance, marqué par la libération de Paris et la descente du général sur les Champs-Élysées, il veut raconter cette histoire au cinéma. Et après Le Chant du Loup, il pense avoir trouvé son réalisateur. Le problème, c'est qu'en lui donnant la liberté, Pathé va aussi ouvrir la porte à une production complètement hors de contrôle. Oui, parce qu'il faut comprendre une chose, la bataille de Gaulle, c'est pas juste un film historique, c'est vraiment un manifeste stratégique pour Pathé. Depuis le début des années 2020, Pathé considère que le cinéma français doit changer radicalement pour survivre face aux plateformes. Ok, l'idée de Jérôme Seydoux est simple, faire moins de films,
mais faire des films gigantesques. Il n'a pas une idée très originale, hein. Des films capables de justifier à eux seuls le déplacement en salle. Et il est convaincu de cette stratégie. Et elle commence vraiment avec le diptyque Les Trois Mousquetaires, donc d'Artagnan et Milady, de Martin Bourboulon. Putain, bon sang que c'était fade quand j'y repense. Un projet à 72 millions d'euros pensé comme un blockbuster français moderne. Ce projet a servi de laboratoire pour tester l'appétence du public pour les grandes épopées littéraires françaises, traitées avec des moyens de production modernes. Les cumuls des deux films a atteint 6 millions d'entrées, ce qui est bien, mais pas non plus incroyable. Puis arrive Le Comte de Monte Cristo en 2024. Et là, bon... On connaît, hein, validation du modèle, 9,4 millions d'entrées, hop là, c'est validé. À partir de ce moment-là, Pathé comprend qu'il existe encore un public massif pour les grandes fresques françaises, à condition de les produire comme un événement premium. Et la bataille de Gaulle pousse cette logique encore plus loin. On parle d'un diptyque gigantesque, couvrant la période de 40 à 44. Un projet pensé comme un véritable tentpole à l'américaine. Le tentpole dans le secteur du divertissement, c'est un projet majeur, un film, une série ou un spectacle conçu pour porter financièrement une entreprise comme un studio ou une chaîne. Et là, le budget, il est délirant pour le cinéma français. Donc environ 74-75 millions d'euros officiellement, mais selon plusieurs estimations du secteur, le coût réel pourrait être bien supérieur. Je vais y revenir. Pour financer ça, Pathé doit même ouvrir son modèle économique à des investisseurs privés via Logical Pictures. Et ça, c'est énorme, parce que ça signifie que le cinéma français doit commencer à fonctionner comme Hollywood, avec des investisseurs qui attendent toujours plus de rendement. Autrement dit, le film, il doit marcher en fait. Et puis qu'on se le dise, on est face à une manœuvre de haute voltige. Le risque, il est juste immense. Parce qu'un film sur De Gaulle, c'est pas mission impossible, clairement pas. Le défi de Baudry devient alors très particulier. Comment transformer des réunions politiques et des discussions diplomatiques en spectacles cinématographiques capables de séduire aussi un public jeune ? Et c'est là que son style devient essentiel. On a un immense réalisateur en devenir, on a le soutien total de Pathé, on a un casting énorme, Neil Schneider, Benoît Magimel, Thierry Lhermitte, Mathieu Kassovitz, Anna-Maria Bartholomé et Simon Abkarian, des moyens colossaux. On pourrait croire que tout va se dérouler sans problème, sauf qu'en réalité, le tournage du film va devenir un cauchemar industriel. Et c'est là vraiment, donc reste dans la vidéo, ne décroche pas, on va rentrer dans la partie la plus fascinante de l'histoire. Et d'ailleurs avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, c'est hyper important, moi je fais ça sans gagner le moindre sou, ça me ferait extrêmement plaisir que tu puisses t'abonner à cette chaîne et surtout n'hésite pas à le partager si tu vois qu'autour de toi des gens pourraient être intéressés. Allez. Parce que tout ce que je vais vous raconter maintenant vient d'enquêtes très récentes publiées par le journal Le Point, mais vraiment vous allez voir, je vous mets le lien dans la description, c'est passionnant. Honnêtement, ça ressemble à un film catastrophe quand on voit tous ces détails. Déjà, le tournage, il débute en juillet 2023, mais très vite, plusieurs membres de l'équipe commencent à signaler des problèmes majeurs. Déjà, l'absence de storyboard clair. Pour un film de cette ampleur, ça n'a ni queue ni tête. Plusieurs techniciens expliquent que Baudry travaillait énormément à l'instinct, avec beaucoup d'improvisation quotidienne. Le problème, c'est que quand tu gères un blockbuster XXL avec des centaines de personnes et des scènes de guerre gigantesques, l'improvisation, elle peut vite devenir ingérable. Et très vite, il y a des tensions qui montent. Certains reprochent au réalisateur une forme d'indécision chronique apparemment, et d'autres défendent au contraire une vision artistique. Mais le véritable point de rupture, d'après l'article, il arrive à Casablanca, pendant le tournage des scènes de Bir Hakeim. Et là, c'est l'explosion. Il y a une vague de départ massif, 20 membres de l'équipe, dont parmi eux figurent des collaborateurs proches du réalisateur sur son précédent film. Forcément, ce chaos humain, il entraîne un chaos financier. Le tournage, il accumule près de 2 mois de retard. 2 mois, pour vous donner une échelle, c'est énorme. La plupart des films font entre 4 à 6 mois de tournage, et encore, c'est des films plutôt américains, bien sûr. Et derrière, tout s'enchaîne. Des heures supplémentaires, une post-production qui va s'enliser, d'après l'article, et des effets visuels à terminer dans l'urgence. Les monteurs travaillent quasiment jour et nuit. Résultat, le budget explose, et le chiffre officiel du CNC, qui tourne autour de 75 millions d'euros, il est presque caduc. Et plusieurs professionnels, du coup, parlent désormais d'un coût réel pouvant s'approcher aux alentours de 100 millions. C'est quand même complètement fou, on parle du plus gros budget français existant, quoi. Et forcément, Pathé, il est obligé de revoir tout son calendrier. Le film, à la base, il était prévu pour 2025, il est repoussé finalement à 2026. Et il paraît d'ailleurs même que des monteurs ont dû bosser jour et nuit ces derniers temps pour réussir à rendre le film à temps, notamment pour sa projection au Festival de Cannes, qui a eu lieu récemment. Alors moi, j'adore ces histoires comme ça, honnêtement, parce que je pense qu'on découvrira vraiment beaucoup de choses sur cette production dans les prochains mois. Et ça ancrera peut-être le film dans la légende, d'ailleurs, qui sait. Parce que ce genre de tournage, ça laisse toujours des traces.
Parce que comme j'ai dit, malgré toutes ces complications, je trouve que le film possède aussi tout ce qu'il faut pour devenir un immense événement. Déjà parce que De Gaulle, ça reste qu'une figure centrale de l'imaginaire français. Dans une époque marquée par les crises et tensions géopolitiques, franchement, raconter l'histoire d'un homme qui refuse la fatalité, ça possède une force symbolique énorme. Beaucoup de réappropriation politique probablement également. Ça bon, on verra au film. Ensuite, le projet il réunit pratiquement tout ce que le cinéma français sait faire de plus ambitieux. Mais surtout, le film il s'inscrit dans une vision plus globale de Pathé. Comme je l'ai dit. Jérôme Sédou, il veut transformer le cinéma en expérience premium depuis quelques années et ça se voit. C'est aussi pour ça que Pathé investit massivement dans ces salles, comme le Pathé Palace à Paris ou d'autres Pathé en province qui ont clairement refondu toutes leurs salles pour des sièges premium. L'idée est claire, si les gens peuvent voir Netflix chez eux, alors le cinéma doit redevenir quelque chose d'exceptionnel. On adhère ou pas au système de Jérôme Sédou, mais c'est la philosophie de Pathé depuis quelques années maintenant. Et la bataille de Gaulle, c'est probablement l'incarnation ultime de cette stratégie. Donc, au final, ce qui rend la bataille de Gaulle aussi fascinante aujourd'hui, ce n'est même plus uniquement le film lui-même, c'est tout ce qu'il représente. Parce que derrière ce projet, il y a un vieux rêve du cinéma français, monumental. À voir si le film aura la capacité d'être réussi, mais il y a aussi une prise de risque immense. Car si le film finalement devient un triomphe, alors Pathé pourra peut-être continuer d'ouvrir une nouvelle ère pour le cinéma français, celle des grands films événementiels populaires, ambitieux et spectaculaires. Et c'est peut-être ça qui rend ce film, je trouve, aussi passionnant, juste avant sa sortie. Parce que au-delà de De Gaulle, c'est peut-être une partie de l'avenir du cinéma français qui se joue ici. Et maintenant, tout ça appartient de nouveau à l'histoire, derrière l'écran. Salut.